l'heure du journal sur la télévision djiboutienne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition. Signature de convention de partenariat entre l'Agence nationale des personnes handicapées et le ministère des Affaires sociales et des solidarités. Les détails dans un instant. Et une structure datant de près d'un demi-million d'années a été découverte en Zambie. Les archéologues pensent que la simple construction en rodin pourrait être le plus ancien exemple de construction humaine en bois. Une réunion portant sur la présentation du brevet d'enseignement fondamental revisé et des nouvelles modalités d'évaluation en classe de 9e année s'est tenue hier au ministère de l'Éducation nationale. Il convient de souligner que la révision des curricula amorcée en 2018 prend fin cette année scolaire avec la mise en œuvre des curricula et des outils didactiques de la dernière année de l'enseignement fondamental. Les compétences scolaires, sociales, numériques, méthodologiques et de vie, désormais intégrées à cette révision curriculaire, placent l'apprenant au cœur des apprentissages et de tout le processus éducatif. Ainsi, dans le cadre de cette réforme curriculaire, les modalités d'évaluation de l'enseignement fondamental ont été revues à la lumière des recommandations issues des consultations nationales et du colloque de novembre-décembre 2016, des diagnostics réalisés sur le terrain et sur la base d'études et de réflexions menées avec des spécialistes internationaux en évaluation et en dossier homologé. Le brevet d'enseignement fondamental, le BEF, certification sanctionnant le cursus fondamental, est révisé pour valider l'acquisition des compétences des enseignements dits fondamentaux, à savoir la langue d'enseignement, les mathématiques et les sciences, à travers 4 épreuves finales ponctuelles. Les contrôles continus sont désormais privilégiés dans la mesure où ils prennent en considération tous les apprentissages réalisés durant l'année scolaire et parce qu'ils ont l'avantage de diversifier les évaluations au lieu de les restreindre à une typologie donnée, limitation et restrictive. Ainsi, toutes les disciplines enseignées en 9e année sont évaluées sous forme de contrôle continu, cadré par un seuil minimal et un dispositif d'harmonisation mis en place par l'inspection générale, mais des contrôles communs à chaque établissement scolaire et une évaluation nationale sont autant de garanties de fiabilité et d'équité. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Réunis ce matin avec son Excellence le ministre de l'Éducation nationale pour partager des informations autour du BEF révisé à l'endroit de tous les chefs d'établissement de la capitale mais également des régions. Il faut rappeler que depuis les dernières années, nous avons commencé la révision de contenu d'enseignement pour le collège et cette année c'est une année d'aboutissement sur la 9e année qui fait objet de nouveaux contenus d'enseignement-apprentissage, ce qui implique la mise en place d'un BEF révisé qui comporte uniquement 4 disciplines fondamentales qui vont être évaluées ponctuellement. Il s'agit de français et de mathématiques qui sont des matières fondamentales, mais également les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. Il faut aussi rappeler que les autres matières seront évaluées dans le cadre de contrôle continu qui vont permettre l'admission en classe supérieure à raison de 60% de la note finale. Je vous le disais en titre, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahmoud, ont procédé hier à la signature d'une convention de partenariat. Cet événement qui s'est déroulé au cabinet du ministère des Affaires sociales et des solidarités a vu la participation des équipes respectives des institutions. L'objectif de cette convention est de renforcer l'inclusion des personnes en situation d'handicap et en situation de pauvreté dans l'ensemble des programmes sociaux. Cette collaboration stratégique vise à promouvoir une intégration pleine et entière fondée sur l'égalité des personnes en situation de handicap dans la vie commune, dans la vie économique et sociale. Un élément clé de cette initiative est la mise en place d'une interopérabilité entre les bases de données du ministère des Affaires sociales et l'agence.
national des personnes handicapées. Cette convention marque une avancée majeure dans l'engagement du gouvernement à bâtir une société plus inclusive et équitable pour tous. Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël. Aujourd'hui, donc réunis de nouveau avec le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées et toute son équipe au sein du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. C'est donc aujourd'hui une joie et vraiment une fierté de signer une convention de partenariat avec la NPH. C'est un processus qui a débuté en 2021 suite à la promulgation de la stratégie justement nationale relative aux personnes handicapées. Comme vous le savez, les personnes handicapées font partie des personnes à forte vulnérabilité. Il est, depuis la création du ministère des Affaires sociales, un des critères essentiels d'identification de nos bénéficiaires. Donc aujourd'hui, grâce à cette agence qui centralise justement une base de données biométrique et qui est vraiment d'une grande qualité, ça nous facilite le travail. Et aujourd'hui, cette convention va nous permettre d'une part de mettre cette facilitation à l'œuvre dans l'interopérabilité de notre registre social avec celui de la NPH. Mais nous devions travailler ensemble également physiquement, pas seulement dans le domaine numérique, mais nous devons également partager, et ça serait vraiment avec une grande fierté que nous allons partager également nos guichets sociaux avec des responsables de la NPH, pour une meilleure prise en charge de nos cibles qui sont également essentiellement des personnes handicapées. Il y a beaucoup d'éléments de ce partenariat qui va venir enrichir notre travail, qui va venir également consolider ce que nous faisons déjà. Les programmes sociaux du ministère, quels qu'ils soient, que ce soit dans le domaine du transfert monétaire ou dans les distributions de vivres, même dans les distributions des logements, grâce au partenariat que nous avons avec la Fondation Ismaël Omar Guelleh, une grande partie, une forte proportion est accordée aux personnes handicapées. Donc cette convention et ce travail commun que nous menons depuis longtemps maintenant avec la NPH va venir se renforcer et ceci pour mieux servir les personnes vivant avec un handicap. Et nous continuerons, Inch'Allah, d'œuvrer pour que ces personnes se sentent de plus en plus inclus. C'est vraiment une recommandation du président de la République de considérer ces personnes vraiment une priorité nationale. Donc aujourd'hui, c'est un aboutissement, comme je l'ai dit, mais c'est un aboutissement dans la Convention. Maintenant, reste la mise en œuvre et nous allons continuer avec le directeur général, avec son équipe et l'équipe du MAS, à mettre en œuvre et à mieux servir les populations les plus vulnérables et très particulièrement les personnes handicapées. Et maintenant, je vous emmène en Chine où le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, Yoon Sali-Guedi, a entamé hier une mission de travail à Pékin, dans la capitale chinoise, à l'invitation des dirigeants du groupe chinois China Communication and Construction Company. Cette visite de travail du ministre Yoon Sali-Guedi en terre chinoise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de promotion, de valorisation et de développement du potentiel en ressources naturelles disponibles dans notre pays. Le ministre a d'emblée effectué une visite du siège du groupe chinois où il a pris connaissance de ses différentes activités et divers projets concrétisés en Afrique et dans le monde. Le ministre et la délégation l'accompagnant sont ensuite entretenus avec le directeur général des activités du groupe à l'étranger, entouré des hauts responsables de la firme chinoise. Les discussions entre les deux hommes ont porté principalement sur les possibilités d'accroissement de la production et de l'exportation par la société Salt Investment du bromure de sodium du lac Assal vers les marchés mondiaux, sur les voies et moyens susceptibles de développer et d'exploiter le bromure de calcium et sur la nécessité de produire le sel industriel ainsi que la soude caustique et le chlore sur le site à fort potentiel du lac Assal. Direction l'Arabie Saoudite, où une délégation conduite par Aboubakar Al-Hadi, président de l'autorité des ports et de zones franches, a effectué une visite de travail. Il est accompagné du directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Salim Fariani, ainsi que des représentants du ministère de l'Énergie, du secrétariat d'État à l'investissement, de la Chambre de commerce et d'autres responsables de l'autorité des ports et des zones franches. L'objectif principal de cette visite était de renforcer la coopération
bilatérales en matière de commerce et d'investissement avec les autorités et les hommes d'affaires saoudiens. La délégation a cherché à promouvoir les investissements au sein des zones franches de Djibouti. Cette mission visait également à mettre en exergue l'environnement propice aux affaires à Djibouti, les opportunités d'investissement disponibles et à encourager davantage d'entreprises saoudiennes à investir dans les zones franches djiboutiennes. L'accent a été mis sur l'importance de stimuler les échanges commerciaux et économiques entre les deux nations en utilisant les infrastructures de pointe offertes par Djibouti. Au cours de cette visite, la délégation djiboutienne a eu l'honneur d'être reçue par plusieurs dignitaires saoudiens dans les villes de Jeddah, Riyad, Dammam et Jazan. Ces rencontres en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Arabie Saoudite, Ziaïdine Saïd Bamaklaman, ont pris la forme d'ateliers stratégiques de discussion et d'échanges techniques. Cette visite a permis de mettre en lumière les avantages offerts aux investisseurs étrangers à Djibouti grâce à une politique flexible, un cadre réglementaire moderne et des procédures simplifiées. Autre information, la Chambre de commerce de Djibouti, en partenariat avec le ministère délégué à l'économie numérique, a organisé une matinée d'information cruciale hier, axée sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. L'événement a rassemblé un public diversifié, composé d'entrepreneurs, de professionnels de la technologie et de représentants gouvernementaux pour discuter des enjeux croissants liés à la sécurité numérique dans le pays. L'événement a débuté par des allocutions d'ouverture prononcées respectivement par la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Djibouti et le secrétaire général du ministère de l'économie numérique. Ils ont souligné l'importance cruciale du cybersécurité dans le climat des affaires actuelles et ont appelé à une coopération renforcée entre le secteur public et privé pour lutter contre la cybercriminalité. Les sessions de la matinée ont abordé divers sujets liés à la cybersécurité, notamment les tendances actuelles en matière de menaces en ligne, les bonnes pratiques pour protéger les entreprises et les individus, ainsi que les ressources disponibles. Disponibles pour signaler les incidents de cybercriminalité. Les experts en sécurité informatique de renom ont animé ces discussions, fournissant des informations précieuses aux participants. Cette initiative témoigne de l'importance croissante que revêtent la cybersécurité et la protection des données dans un monde de plus en plus connecté. Écoutons la secrétaire générale de la Chambre de commerce, Mme Hibo Ousmane Ahmed. Il est vital pour chaque pays d'adopter une stratégie nationale de cybersécurité. Une telle stratégie devrait permettre d'harmoniser les efforts individuels et collectifs, de partager les connaissances et les ressources et de construire ensemble un rempart solide contre les cybermenaces. Le ministère de l'économie numérique s'est déjà attelé à cette tâche et le premier document de cette stratégie nous sera présenté aujourd'hui. Mais au-delà des actions nationales, il y a des actions simples que chaque entreprise peut mettre en place dès aujourd'hui pour renforcer sa sécurité. À savoir, tout d'abord, sensibiliser et former votre personnel. Il est essentiel que chacun de vos employés sache créer un mot de passe sécurisé ou puisse reconnaître tout simplement les courriels frauduleux qui usurpent l'identité de personnes ou d'entités connues. Les escrocs se faisant passer pour un partenaire ou une banque, ou votre banque même. Il est nécessaire de mettre en place des outils de sécurité. Des solutions existent pour protéger vos systèmes et vos données, de l'antivirus que beaucoup d'entre vous connaissent, mais également des pare-feux, en passant par des systèmes de détection d'intrusion. Ensemble, et avec le soutien d'une stratégie nationale solide, nous pouvons non seulement protéger nos entreprises individuelles, mais également renforcer l'économie dans son ensemble, créant un environnement sûr et sécurisé pour la croissance et l'innovation. Écoutons cette fois, pour plus de précisions, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, M. Abdallah Ibrahim Omar. Le président, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, dans son ambition de faire de Djibouti une nation moderne à la croisée des différents continents, a clairement identifié le numérique comme un moteur essentiel de notre croissance économique et de notre
prospérité future. Cela s'est traduit dans les 3 documents cadres que sont la Vision Djibouti 2035, le Plan national de développement, le PND, Djibouti ici, et la feuille de route Smart Nation pour la transformation digitale de Djibouti, ainsi que sa présence hier au lancement du Startup Act au centre clé, reconnaissant que les technologies numériques sont au cœur de notre société, de nos entreprises et de notre gouvernement. Cependant, avec cette dépendance croissante aux services numériques, nous nous sommes également confrontés à des menaces et à des vulnérabilités de plus en plus sophistiquées. La nécessité de sécuriser notre cyberespace national est indiscutable. En effet, les menaces qui pèsent sur notre sécurité en ligne sont nombreuses, allant des cyberattaques malveillantes à la fraude en passant par l'espionnage industriel. Il est de notre devoir en tant qu'État de garantir que nos citoyens, nos entreprises et nos institutions gouvernementales puissent utiliser les services numériques en toute sécurité. C'est dans cette optique qu'a été mis sur pied depuis mars un groupe de travail chargé de rédiger une stratégie nationale de cybersécurité pour Djibouti. Et la République de Djibouti participera au festival international religieux Sam'a qui se tiendra au Caire en Égypte du 22 au 28 septembre. Donc le festival qui a débuté ce 22 septembre, ce festival qui rassemble des nations du monde entier dans un esprit de célébration de la diversité des croyances religieuses et de promotion de la compréhension interreligieuse, constitue une occasion exceptionnelle pour le dialogue pacifique, l'échange culturel et la mise en lumière de la richesse de notre patrimoine spirituel et culturel. Une délégation djiboutienne présidée par la directrice de la culture se prépare activement à participer à cette manifestation. Font partie de cette délégation les 3 jeunes lauréats du concours national de Rassaïd organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture durant cette année. Il faudrait souligner en outre que c'est à l'initiative du ministère de la Jeunesse et de la Culture qu'une délégation djiboutienne a participé à ce festival l'année dernière. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a remercié les organisateurs du Festival international religieux au Caire pour cette invitation. Eh bien, elle reste convaincue que cet événement culturel contribuera à renforcer les liens entre les nations, à favoriser la tolérance et à promouvoir un message de paix et de compréhension mutuelle. Selon le président et fondateur du festival, Intisar Abdel Fattah, le festival a pour objectif de diffuser la culture de la paix et de l'interaction humaine entre les peuples, abstraction faite de race, de couleur ou de religion. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTD. L'ambassadeur de Djibouti au Caire, Ahmed Ali Bala, a rendu visite au président de l'Université du Caire, le professeur Dr Mohamed Atman, pour renforcer les moyens de coopération dans le domaine de la recherche et du monde universitaire. Lors de la réunion, le président de l'université a exprimé le soutien de l'Université du Caire à toutes les visions et perceptions qui renforcent les relations de coopération entre l'université et les autorités compétentes de notre pays, dirigées par l'Université de Djibouti. Il a exprimé le soutien de l'université à nos étudiants djiboutiens qui étudient à l'université égyptienne. Les 2 parties ont discuté des derniers développements en cours dans le système égyptien d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, notamment en ce qui concerne les nouvelles conditions liées aux bourses, en plus de parler des accords de coopération signés auparavant entre l'Université du Caire et l'Université de Djibouti, et travailler à mettre en œuvre ce qui n'a pas été mis en œuvre et signer de nouveaux accords. Dans l'actualité également, les opérations de contrôle routier menées par la police nationale se poursuivent toujours dans le centre-ville et dans la périphérie de Balbala. À cet effet, les hommes de la direction de la sécurité publique et des compagnies d'intervention ont été déployés sur les grands axes pour procéder à la vérification des pièces afférentes à la conduite et circulation des véhicules tels que les papiers des voitures, les vitres teintées, le port du casque pour les 2 roues. Les contrôles d'alcoolémie ont été également renforcés dans les transports en commun.
les taxis et à la sortie des établissements de nuit. Ces différentes opérations entreprises par la police nationale répondent à la nécessité de faire baisser drastiquement le taux d'accidents mortels sur nos routes. Il s'agit aussi par là de limiter les différentes infractions au code de la route. Ces contrôles ont pour objectif de responsabiliser les usagers de la route en les obligeant à se montrer respectueux de la réglementation routière. Au-delà des aspects préventifs et répressifs, la police nationale a pour objectif d'améliorer la sécurité routière afin de diminuer le nombre d'accidents de la route. Il est à noter que la police nationale poursuivra ses efforts pour lutter contre l'insécurité routière aussi longtemps que nécessaire, et ceci pour assurer le bien-être de notre population. waxaan ahay duubi dadkiisa hagaaya shuruucda dalkiisa dastuurka ilaasha waxaan ahay duubi dadkiisa hagaaya shuruucda dalkiisa dastuurka ilaasha أنا له إلهي يتوقع دماعي الشيء دانا يستميلو دكتوني أنا له إلهي يتوقع دماعي الشيء دانا يستميلو وحين بدأ ديدا دالكيسا نعايا أنان كلنا دينين دنبي لا هدف وحين بدأ ديدا دالكيسا نعايا أنان كلنا دينين دنبي لا هدف وحين بدأ ديدا دالكيسا نعايا أنان كلنا دينين دنبي لا هدف أنان كلنا دينين دنبي لا هدف أنان كلنا دينين دنبي لا هدف Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la coopération française, les sapeurs-pompiers français ont dispensé une formation de 2 semaines à 15 stagiaires sapeurs-pompiers. Cet événement s'est déroulé au quartier général de la protection civile. La formation a été principalement axée sur la gestion opérationnelle du commandement au niveau 3, qui est responsable de la gestion des lieux d'incendie. Le chef d'après analyse la situation, évalue les conditions sur place et apporte une réponse adéquate pour maîtriser le feu. Cette formation était particulièrement opportune car cette formation technique revêt d'une importance sécuritaire. Le commandement de la protection civile entretient une relation de longue date avec les sapeurs-pompiers françaises qui se traduit par des formations régulières avec la protection civile de Djibouti. Une cérémonie qui a été animée qui s'est clôturée par la remise des diplômes aux stagiaires sapeurs-pompiers qui ont bénéficié donc de cette formation. Le colonel Mohamed Moussa Deheye a également offert un cadeau
aux formateurs. À cette occasion, lors de son allocution, le représentant de la coopération française, le colonel Laurent Le Goff, s'est réjoui de la pérennisation de la coopération entre les sapeurs-pompiers français et leurs homologues djiboutiens. Formation qui continue donc à permettre à la protection civile djiboutienne de monter en compétences et en capacité. Donc toutes mes félicitations tout d'abord aux stagiaires valeureux qui dans des conditions climatiques compliquées ont suivi avec brio cette formation. Je vous félicite et ça me fait effectivement doublement plaisir de vous voir équipés de ces tenues d'intervention, de ces tenues feu là, qui sont effectivement un outil important parce que pour que vous puissiez bien assurer la sécurité des Djiboutiennes et des Djiboutiens, il faut que votre propre sécurité soit également assurée en intervention et c'est le but de ces matériels qui continuent donc à vous faire monter en compétences et en capacité. Et pour sa part, le colonel Mohamed Moussa Dehay a exprimé sa gratitude envers le formateur et a félicité les stagiaires pour leur assiduité et leur dévouement tout au long de cette formation de 2 semaines. On l'écoute. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fin de formation que nous faisons ici avec la coopération française. Je pense que cette formation a été une formation qui tombe à point parce que nous venons de finir il y a 2 mois de cela une formation pour le personnel officier. J'espère que vous avez bien percuté durant toutes ces 2 semaines pour pouvoir arriver à être digne de la formation que vous avez suivie. Comme je l'ai dit à chaque fin de formation, ce n'est pas un acquis que vous devez garder pour vous tout seul, c'est un acquis que vous devez partager avec l'ensemble de vos personnels de retour dans vos casernes. Pour ceux qui ont suivi la première formation et qui sont aujourd'hui encore dans le cadre de cette formation, je vous dis bravo encore, persévérer dans cette optique-là. Tout le monde a validé, encore une fois, félicitations. Malheureusement, nous n'avons pas eu cette fois-ci des filles qui ont participé, mais ce n'est qu'un retour de la prochaine fois, d'ici le début de l'année encore, on aura une formation où on va essayer de faire la part des choses en incorporant aussi des filles à l'intérieur pour pouvoir respecter les règles d'équilibre. Je remercie encore une fois la coopération française ici par le biais de l'ASI qui nous a bien voulu doter par le budget de la coopération ces matériels qui rentrent dans le cadre de la formation, qui sont des vestes d'intervention en pompiers, floquées par le nom des sapeurs-pompiers de Djibouti par le dos. Je remercie le colonel Le Goff qui nous apporte ses soutiens pour pouvoir mettre en valeur la formation et tout ce qui se passe aux alentours. Mon conseiller, le capitaine Aurélien Chanoni, ici présent, qui fait l'interface entre nos 2 institutions et nos 2 pays, que je remercie encore une fois. Merci mon capitaine pour l'effort que vous nous apportez. Une structure datant de près d'un demi-million d'années a été découverte en Zambie. Les archéologues pensent que la simple construction en redin pourrait être le plus ancien exemple de construction humaine en bois. Il s'agit des vestiges d'une structure simple de l'âge de pierre qui constitue peut-être la plus ancienne preuve de la construction en bois des premiers humains. La construction est basique, une paire de rondins superposés assemblés par une encoche. Et bien, dans cette étude, les chercheurs ont utilisé une nouvelle méthode appelée datation par luminescence, qui utilise de minuscules minéraux présents dans le sable pour estimer la durée pendant laquelle les matériaux ont été enfouis. Et voilà donc, c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité à la télévision djiboutienne. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.